Quand on a parlé la dernière fois de la résistance de rayonnement. La résistance de rayonnement, c'est une résistance qui dépend de la puissance, parce qu'on a une puissance rayonnée par l'antenne, ça veut dire une puissance émise par l'antenne émettrice. Donc, cette puissance émise, ou bien rayonnée, elle dépend de la résistance de rayonnement. Donc, c'est une résistance qui est contre le rayonnement. Donc, qui dépend de la puissance du rayonnement. L'antenne se comporte comme une charge à l'extrémité de ligne de transmission. On a déjà dit dans les lignes de transmission, un générateur et une ligne de transmission de longueur L, une charge à l'extrémité. Donc, l'antenne se comporte comme une charge à l'extrémité de la ligne de transmission. La charge ZL, ici, c'est l'impédance d'entrée de l'antenne. Donc, chaque antenne a une impédance d'entrée bien déterminée. Donc, ZE égale à R plus GX. Donc, cette impédance d'entrée, elle a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, il faut réaliser l'adaptation. L'adaptation d'impédance, il faut que ZE est égal à ZC. ZC, c'est l'impédance caractéristique de la ligne de transmission, la ligne d'alimentation. Donc, il faut adapter l'antenne à la ligne d'alimentation pour qu'on puisse transmettre le maximum possible de puissance générée par le générateur. Donc, l'antenne, elle doit absorber la totalité d'énergie envoyée par le générateur. Et après, elle doit la rayonner. Donc, est-ce qu'il va la rayonner totalement? Donc, ça dépend sur les pertes métalliques d'électrique à l'intérieur de la ligne de l'antenne. Parce que l'antenne, il se peut qu'il y a un diélectrique et un métal. Donc, s'il y a le diélectrique et le métal, dans l'antenne, dans ce cas-là, on aura des pertes métalliques et d'électriques. La puissance absorbée par l'antenne, elle ne sera pas rayonnée totalement, parce qu'il y a des pertes. S'il n'y a pas beaucoup de pertes, dans ce cas-là, la puissance absorbée par l'antenne, elle sera presque totalement rayonnée par elle-même. Donc, il faut tout d'abord réaliser l'adaptation entre la ligne de transmission et l'antenne. L'adaptation, ça veut dire qu'il faut que ZE, l'impédance d'entrée, ou bien l'impédance de charge, est égale à l'impédance caractéristique. Donc, tout est transmis dans ce cas-là. Après, on va voir est-ce que l'antenne présente des pertes ou non. S'il présente des pertes, donc la puissance rayonnée est inférieure à la puissance fournie à l'antenne. S'il n'y a pas de perte, donc la puissance rayonnée, ou bien la puissance émise par l'antenne émettrice, égale à la puissance fournie. Donc, pour avoir l'adaptation, comme je disais tout à l'heure, il faut que ZE égale à ZC. Et ZC, on sait très bien que ZC, c'est une impédance réelle. 50 ohms, par exemple, 75 ohms. C'est comme la ligne de transmission avec l'antenne Yagi dans les toits des maisons. Dans les toits des maisons, on a des antennes Yagi, un câble coaxial vers la télévision. Donc la télévision se comporte comme une charge. Donc ZC, l'impédance caractéristique du câble TV est égale à 75 ohms. Et l'impédance caractéristique dans les réseaux locaux, les réseaux locaux filaires, 50 ohms. Donc ça dépend de l'impédance caractéristique, parce que dans les réseaux locaux, on utilise des câbles coaxiales pour transmettre l'information d'un ordinateur à un autre. Donc son impédance caractéristique, c'est 50 ohms. Donc chaque application, on a des câbles coaxiaux, et chaque câble coaxial a une impédance caractéristique, qui dépend bien sûr de l'application. Donc pour réaliser l'adaptation, il faut éliminer la partie imaginaire. La partie imaginaire, on doit l'éliminer pour avoir seulement la partie réelle. Dans ce cas-là, on va éliminer la puissance réactive. La puissance réactive, c'est une puissance réfléchie.
réfléchis. Si on élimine la partie imaginaire, dans ce cas-là, on laisse seulement la partie, on aura seulement la partie réelle. Avec ZE égale à ZC, on réalise dans ce cas-là l'adaptation. Parce que la partie imaginaire, elle provoque bien sûr les réflexions. La résistance totale au niveau de l'antenne, si on a des pertes, comme je disais tout à l'heure, si on a des pertes, on a des pertes métalliques, par exemple, on a seulement des pertes métalliques. Si on a seulement des pertes métalliques, on a seulement l'aluminium, parce que les antennes Yagi dans le toit, on n'a pas d'électrique, on a seulement le métal. Donc on a pertes par effet Joule. Hein, c'est des pertes métalliques. Donc la résistance totale au niveau de l'antenne égale à la résistance de rayonnement. Hein, résistance qui est contre le rayonnement. Lorsque l'antenne rayonne, il y a une résistance contre ce rayonnement qui dépend de la puissance de rayonnement plus la résistance par effet Joule. Hein, c'est les pertes métalliques. Donc R égale à R plus RJ. La résistance de rayonnement et résistance de perte. Pour des antennes métalliques, on peut négliger la résistance de perte. Donc c'est des pertes qui sont négligeables. Dans une antenne parfaitement accordée, ça veut dire adaptée, donc on élimine la partie imaginaire. Donc la puissance fournie à l'antenne est égale à la puissance rayonnée par l'antenne plus la puissance dissipée se forme effet Joule. Puissance perdue, c'est une puissance perdue. Donc la puissance fournie à l'antenne égale à une puissance perdue se forme des pertes métalliques, d'électriques, etc. plus la puissance rayonnée. Donc PR égale à PF moins PG, ou bien PF égale à PR plus PG. Donc on peut calculer la puissance rayonnée par l'antenne ou bien la puissance émise. Ou bien la puissance émise. Cette puissance rayonnée, elle a été déjà calculée pour n'importe quelle antenne, c'est A0 au carré sur DZ0. Z0 c'est l'impédance caractéristique de l'air, c'est l'impédance ou bien l'impédance d'onde. Dans l'espace libre, est égal à 120 pi. Égal double intégral f au carré de θ phi d de oméga. F, c'est quoi? C'est la fonction caractéristique de rayonnement de l'antenne, parce que chaque antenne a une fonction caractéristique de rayonnement bien déterminée. Si on connaît très bien sa fonction caractéristique de rayonnement et en connaissant coefficient A0, dans ce cas-là, on va déterminer sa puissance rayonnée. À partir de sa puissance rayonnée, on peut déterminer la résistance de rayonnement. Parce que PR à quoi égal à R fois I efficace au carré. La puissance est égale à la résistance. On a déjà vu ça dans les courants alternatifs, etc. La puissance est égale à la résistance fois I efficace au carré. Donc la résistance rayonnante égale à PR sur I efficace. Efficace, donc c'est le courant mesuré par des appareils de mesure. C'est égal à la valeur maximale du courant sur racine de 2. Et dans ce cas-là, la résistance de rayonnement aussi dépend de la fonction de caractéristique de rayonnement de l'antenne. Et elle dépend du coefficient O0. Parce qu'on a déjà parlé dans des slides, on a déjà parlé, on a déjà déterminé PR θ phi, on a déjà calculé, et on a déjà dit que voilà. Que A0, que le champ E égale A0 sur R fois F θ phi. On a déjà dit que n'importe quelle antenne dans la vie, le champ E est égal le coefficient A0 sur R fois la fonction caractéristique de rayonnement. A0 de chaque antenne. Chaque antenne a son coefficient A0 bien déterminé et sa fonction caractéristique de rayonnement. Donc, cette relation s'applique sur tous les types d'antennes. Tous les types d'antennes, on applique cette relation. Il suffit juste de connaître son coefficient A0 et sa fonction caractéristique de rayonnement. Je prends par exemple un doublet de Hertz. On connaît très bien son coefficient A0. Son coefficient A0, c'est quoi? C'est
Donc je reviens donc à l'expression de A0. Elle est connue, on a déjà vu dans un paragraphe bien déterminé. Donc c'est 60 pi sur lambda R IM dl. C'est ça. C'est 60 pi sur lambda IM dl. C'est ça le coefficient A0 pour un doublet de Hertz. Parce qu'on a déjà déterminé le champ E d'un doublet de Hertz. Le champ E, c'est le coefficient A0 sur R fois la fonction caractéristique de rayonnement. Donc c'est écrit sous cette forme. Et donc son coefficient, c'est 60 pi sur lambda fois IM fois d de L. Et sa fonction caractéristique, c'est θ. Donc je remplace dans la relation qu'on a déterminée de la fonction caractéristique de la résistance de rayonnement. On remplace A0 par son expression, on remplace la fonction caractéristique de rayonnement, 6θ. Donc je remplace ici, donc pour déterminer la résistance de rayonnement d'un doublet de S. Je remplace A0 par 60 pi d de L sur lambda et Fθ phi par sinus de θ. Et j'intègre deux fois, etc. Je trouve la résistance de rayonnement d'un doublet de Hertz. Donc il dépend de quoi? Dépend de la longueur d'onde. Elle dépend de d de L. De L parce qu'on a déjà dit que un doublet de Hertz c'est un élément infinitésimal d'une antenne filaire lambda sur 2 par exemple. Donc la résistance de rayonnement c'est 60 pi de L au carré sur lambda au carré. Je passe au rendement énergétique. C'est quoi le rendement énergétique? Le rendement énergétique, c'est, par exemple, si je prends cette antenne, j'ai une puissance fournie à l'antenne, une puissance rayonnée par cette antenne, fournie par le générateur à cette antenne, une puissance rayonnée. Si je trouve, donc toujours, la puissance rayonnée est inférieure ou égale à la puissance fournie à l'antenne. Ça dépend sur des pertes. Si on a beaucoup de pertes, ici l'antenne, ça c'est une antenne coronée, on a seulement le métal, on n'a pas d'électrique. On a des pertes, juste des pertes métalliques. Si on a beaucoup de pertes métalliques, dans ce cas-là, PE est inférieur à PF. La puissance fournie est inférieure à la puissance rayonnée. PE ou bien PR. Dans ce cas, le rendement énergétique, c'est un rapport de PE sur PF. Et ça, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Si on n'a pas de perte, donc PE, PR, ou bien PE est égal à la puissance fournie. La puissance émise ou bien la puissance rayonnée est égale à la puissance fournie à l'antenne. Donc, on définit pour une antenne fonctionnant à l'émission de la puissance suivante. PF, puissance active d'alimentation de l'antenne, fournie à l'antenne par l'émetteur. Puissance active dissipée en les pertes diverses. PE, puissance active rayonnée par l'antenne. On parle juste des puissances actives. Là, ce n'est pas des puissances réactives. Puissance réactive, c'est des puissances réfléchies. Donc les puissances actives sont des puissances transmises, etc. par l'antenne. Donc là, PF égale à PE plus PP. PE, c'est la puissance émise ou bien la puissance rayonnée par l'antenne. PF, c'est la puissance fournie. PP, c'est la puissance perdue. Ça forme l'effet Joule qui dépend de la résistance de RG qu'on a déjà vu. PE, donc c'est la puissance rayonnée qui dépend de la résistance de rayonnement. Et PF, c'est la puissance fournie à l'antenne par la ligne d'alimentation, après l'adaptation. Donc nu est égal, donc nu égale à PE sur PF. Donc nu, c'est un rendement énergétique, c'est le rendement d'une antenne, qui est inférieur ou égal à 1. Est inférieur ou égal à 1. Donc égal à 1 pour le cas idéal, si l'antenne ne présente pas de pertes. Et inférieur à 1 pour des antennes qui présentent bien sûr des pertes. On passe à une notion très importante, c'est le gain d'une antenne. Donc toujours dans les notices des antennes, on trouve des gains. Si je vois par exemple cette antenne, je trouve 15 décibels isotrope, un gain. Chaque antenne a un gain bien déterminé, qui est déterminé par la société. La société, lorsqu'elle fabrique les antennes, détermine le gain. Ils ne vendent pas les antennes sans mentionner ici donc le gain ou bien dans la notice de l'antenne. On mentionne le gain de cette antenne parce que
pour savoir donc l'utilité de cette antenne, son gain, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est faible, etc. Pour les applications. Parce que chaque antenne est utilisée pour des applications bien déterminées. Donc on aura besoin de cette antenne avec son gain, etc. pour une application bien déterminée. Donc si je prends l'exemple de cette antenne, je trouve 15 décibels isotrope. Donc ce gain est déjà calculé par la société, mais il est calculé dans une chambre, hein, dans une chambre anéquique. C'est une chambre de mesure. Hein. On peut le voir donc par la suite. Ça c'est une chambre, je peux vous montrer, ça c'est une chambre anéquique, ça coûte trop cher. Si on veut faire ça, donc normalement c'est cher, c'est 1 milliard de centimes pour construire une chambre anéquique, une chambre de mesure. Donc c'est trop cher. Donc pour la société, donc ils utilisent cette chambre et là, cette chambre de mesure, ou bien la chambre anéquique pour mesurer les caractéristiques des antennes avant de les commercialiser. Donc elle doit bien sûr préciser la valeur du gain de l'antenne. Et va le mentionner sur les notices ou bien sur le dos de l'antenne. Donc je reviens au gain d'une antenne quelconque. Donc le gain d'une antenne quelconque, c'est la perte θ sur PE. On a déjà vu la directivité. La directivité d'une antenne, c'est quoi la directivité d'une antenne? C'est la densité de puissance dans un point de l'espace sur la puissance isotrope. C'est la puissance d'une antenne isotrope. La puissance d'une antenne isotrope, c'est PE sur 4PR, c'est PE. Mais à la place, pour le gain, à la place de PE, on a PF. Donc il y a une différence entre la directivité et le gain. La différence c'est quoi? C'est le gain, hein, c'est le rendement énergétique. Pourquoi? Parce que PF à quoi égale? Égale à 1 égale à PE sur nu. Égale à PE sur nu. Donc dans ce cas-là, on trouve la relation entre le gain et la directivité. Donc le gain est égal à nu, égale le gain énergétique fois la directivité de l'antenne. Donc le gain est égal à la directivité dans le cas idéal lorsque l'antenne ne présente pas des pertes, ni des pertes métalliques, ni des pertes d'électrique. Et la valeur maximale du gain, donc on peut trouver la valeur maximale, ça dépend sur les valeurs de θ et de φ. Hein, G prend la valeur maximale pour des valeurs de θ et de φ. Ainsi, si l'antenne considérée est sans perte nu égale à 1, son gain absolu est égal à cette directivité dans la même direction. Donc si le gain est égal à la directivité, donc on a la même relation précédente qu'on a déterminée donc, pour la directivité. Donc 4πf carré, f c'est la fonction caractéristique de rayonnement sur l'intégrale, double intégrale de f carré de θ phi d de oméga, donc c'est la variable ici, c'est le l'angle solide. Finalement, pour une antenne sans perte, l'augmentation du gain ne peut se faire qu'au détriment d'autres directions. Donc on peut augmenter le gain. Par exemple, si je compare le gain des deux antennes, je trouve une différence. On va alimenter les deux antennes par la même puissance fournie. L'antenne cornée va nous donner un gain. Un gain, ça veut dire un diagramme de rayonnement qui se trouve dans cette zone. Donc il est concentré, il concentre l'énergie dans une direction privilégiée. Mais cette antenne, il ne concentre pas l'énergie, il disperse l'énergie dans toutes les directions. Donc il y a une différence dans le gain. Si je compare les deux gains, je trouve que le gain de cette antenne est supérieur au gain de celui-là. Pourquoi? Parce que cette antenne, elle concentre l'énergie par rapport à l'autre. Donc le gain, c'est quoi? C'est la concentration d'énergie, la capacité de concentrer l'énergie. Ici, il a une capacité importante pour concentrer l'énergie par rapport à celle-là. Mais ça dépend de l'application. Pour les satellites, par exemple, j'utilise des antennes cornées. Parce que le satellite, il se trouve dans une orbite géostationnaire et il envoie les signaux vers la Terre. Donc on veut une antenne qui a un gain très important. On ne veut pas la dispersion de l'énergie donc en arrière de l'antenne. On veut devant l'antenne avec un gain très important pour se forme d'un pinceau, le diagramme de rayonnement, ou bien le gain est très important pour que l'onde peut aller donc vers la Terre.
pour couvrir une zone géographique bien déterminée. Mais on ne peut pas utiliser cette antenne dans les communications par satellite, parce qu'elle va rayonner partout, donc l'énergie, donc il sera bien sûr perdu donc, dans les autres directions. On peut l'utiliser, cette antenne, on peut l'utiliser par exemple pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi, un point d'accès, on peut l'installer au niveau d'un point d'accès. Elle rayonne partout, les utilisateurs entourent le point d'accès pour surfer sur Internet, etc. Donc on peut utiliser ce genre d'antenne, parce qu'il assure la couverture dans toutes les directions. Donc ça dépend des applications. Dans les antennes aussi, dans les communications par satellite, on utilise des antennes cornées. Des antennes cornées, des antennes aussi paraboliques. Des antennes paraboliques, c'est comme les antennes paraboliques dans les toits des maisons, mais avec des très grands gains. Les plus grands gains sont obtenus avec des antennes paraboliques de 20 à 60 décibels. Mais décibels isotropes, indice I. Pourquoi indice I? Parce que par rapport à une antenne. On calcule le gain d'une antenne, mais par rapport à une antenne isotrope. On a déjà parlé de l'antenne isotrope. L'antenne isotrope, elle disperse l'énergie dans toutes les directions. Et on a la même densité de puissance en n'importe quel point de l'espace. Et on fait le rapport de la densité de puissance en un point de l'espace rayonné par une antenne en question sur la densité de puissance rayonnée par une antenne isotrope qui est idéale, qui n'existe pas dans la réalité. C'est juste pour la comparaison. Donc, ce cas-là, on trouve. C'est pourquoi dans les notices des antennes, on trouve des gains en décibels isotropes. Un I, ça veut dire par rapport à une antenne isotrope. Donc, le gain, on peut trouver tout d'abord le gain en linéaire ou bien en valeur naturelle. Et après, on va transformer cette valeur en décibels isotropes, en mettant bien sûr 10 log décimal du rapport de puissance PR θ sur PF sur 4PR carré. C'est un rapport de puissance. Donc, toujours décibels, c'est pour un rapport sans unité. Une antenne est un élément strictement passif qui n'amplifie pas le signal. Son gain, par définition, représente la concentration de puissance dans une direction précise par rapport à une antenne isolante. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc cette antenne, ce n'est pas une antenne active, c'est une antenne passive. Pourquoi? Parce qu'il n'amplifie pas le signal. Il reçoit, envoie, c'est tout. Il n'amplifie pas le signal. Actuellement, dans des applications par satellite, dans des applications dans les radars, dans beaucoup d'applications militaires, etc., on a ce qu'on appelle les antennes actives. Les antennes actives, ce sont des antennes qui ont un amplificateur qui est intégré dans l'antenne. Parce qu'elle lorsqu'elle reçoit le signal, elle va l'amplifier et après va le renvoyer. Mais les antennes passives, lorsqu'elles reçoit le signal, elle va l'envoyer tel qu'il est. Il n'amplifie pas, il ne change pas, bien sûr, l'amplitude du signal, ou bien la puissance du signal. On peut calculer le gain d'une antenne isotrope. Gθ phi pour une antenne isotrope est égal à 1, mais pour nu égal à 1. Supposons que l'antenne a un rendement énergétique est égal à 1. Donc le gain d'une antenne isotrope, à quoi est égal à 1. Pourquoi? Parce que je compare la puissance, la densité de puissance rayonnée par une antenne isotrope en un point de l'espace sur la densité de puissance rayonnée par une antenne isotrope lui-même. Donc je fais le rapport, je trouve 1. Je trouve 1. Pour un dipôle élémentaire ou bien un doublet de Hertz, je peux calculer aussi son gain. Donc le gain, j'utilise cette relation. Doublet de Hertz en sinus θ, 6 θ carré, double intégration. Donc je trouve cette valeur, en fonction de θ. L'expression de Gθ en fonction de θ, mais il n'est pas en fonction de phi, parce qu'en raison bien sûr des symétries par rapport à l'axe, l'axe principal, l'axe principal de l'antenne.
Gmax est égal à 1,5. Gmax pour θ égale à pi sur 2. Dans ce cas, 1,5 en valeur linéaire ou bien en valeur naturelle. En décibels, c'est 10 log décimal de 1,5. Il donne 1,66 décibels, mais indice isotrope, ça veut dire par rapport à l'antenne isotrope. Parfois, on calcule le gain par rapport à un doubli de Hertz, par rapport. Donc, c'est juste la référence. Mais souvent, dans la pratique, on calcule le gain d'une antenne par rapport à une antenne isotrope. Le gain directif du déploiement est indépendant de phi pour des raisons de symétrie. C'est ce que j'ai dit, je disais donc tout à l'heure. Voilà, si je fixe θ et j'entoure l'antenne, je trouve le même gain. Le gain, c'est je fixe θ et je fais varier phi, je trouve le même gain. Regarde, je fixe θ à une valeur, je trouve une valeur constante. Donc, quel que soit phi, je donne θ par exemple 0. Je trouve 1. Donc 1,5, quel que soit phi. Donc le gain, en partant de la relation précédente en 4πf carré sur double intégrale, on peut donner une formule de calcul de gain en fonction de la résistance de rayonnement. Ça c'est la relation entre le gain et la résistance de rayonnement. Le gain et la résistance de rayonnement. Quand la résistance de rayonnement augmente, le gain diminue. Et vice versa. Parce que s'il y a une résistance importante contre le rayonnement, le gain de l'antenne diminue. Hein? Mais quand le gain augmente, la résistance de rayonnement diminue. Parce que la résistance de rayonnement, il est contre la concentration d'énergie. Il est contre la concentration d'énergie. Si on a un gain, une antenne qui a un très bon gain, donc la résistance de rayonnement il devient faible. Ça c'est bien sûr dans l'explication philosophique du gain en fonction de la résistance de rayonnement. Mais dans le côté relation, donc on peut la vérifier. On peut trouver la relation entre le gain et la résistance de rayonnement. On va juste mentionner l'expression de la résistance de rayonnement ici. Dans la relation Gθ égale à 4π. Parce qu'on a déjà la relation de résistance de rayonnement. Voilà, je prends cette relation. R égale à A, 0 carré sur Z0, il y a un mot carré. Donc, je vais multiplier le nominateur par A, 0 carré, sur Z0 et un mot carré, et le dénominateur par le même coefficient, et bien sûr, je trouve là la relation. Donc, je multiplie par 0 carré sur 2Z0 au carré, F carré sur... Donc, au dénominateur, donc on va faire apparaître la résistance de rayonnement et au nominateur, la même chose. Donc, je simplifie, je trouve la relation entre le gain et la résistance de rayonnement. J'utilise cette relation et celle-là pour déterminer la relation entre le gain et la résistance de rayonnement. On peut constater que quand la résistance de rayonnement augmente, le gain diminue et vice versa. Ça, c'est la fonction caractéristique de rayonnement d'une antenne. Je prends cette antenne, on sait très bien sa fonction caractéristique de rayonnement, je vais la remplacer, et on sait très bien son coefficient A0, je vais le remplacer, et je trouve la relation entre le gain et sa résistance de rayonnement. Il a un gain, bien sûr, il y a une résistance de rayonnement contre le rayonnement, contre ce gain. On va passer aussi à une notion aussi plus importante, c'est le diagramme de rayonnement d'une antenne. Toutes les antennes dans la vie quotidienne ont des diagrammes de rayonnement. Ça veut dire la façon de rayonner, comment cette antenne rayonne dans l'espace, quelle est la forme de son diagramme de rayonnement. Et comment on peut calculer, bien sûr, l'angle d'ouverture à moins 3 décibels, ça veut dire à mi-puissance, en valeur naturelle. Comme il est généralement difficile de représenter, voire de calculer la surface caractéristique de rayonnement d'une antenne, on se contente de représenter des coupes. Donc, on ne peut pas représenter le diagramme de rayonnement dans l'espace libre. Il faut un logiciel, bien sûr. Il faut programmer bien sûr, la fonction caractéristique de rayonnement dans
un logiciel, on a programmé θ, variation, θ varie de 0 à pi, phi varie de 0 à 2 pi, etc. Dans un logiciel comme MATLAB, par exemple, peut représenter. Donc on peut trouver un diagramme de rayonnement en 3 dimensions. Mais dans la réalité, c'est très difficile de représenter un diagramme de rayonnement dans l'espace, dans le TP par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On trace des coupes, on trace le diagramme de rayonnement. Donc sur un plan horizontal et sur un plan vertical. Clair? Dans un plan horizontal, on trace le diagramme de rayonnement. On peut faire tourner l'antenne. Hein, l'antenne en question, l'antenne. Quand on veut bien sûr tracer son diagramme de rayonnement, on doit le faire tourner donc à gauche, à droite. Et je prends par exemple 2 antennes, antenne émettrice et antenne réceptrice. Lorsqu'ils sont alignés, les 2 antennes, lorsqu'ils sont alignés, l'antenne réceptrice, il reçoit le maximum possible de la puissance. Donc je divise Pmax sur Pmax, ça donne 1. Donc la fonction caractéristique de rayonnement est égale à 1. Donc en décibels égale à 0 décibels. Je fais tourner l'antenne à droite d'un angle, par exemple 15 degrés. L'antenne réceptrice, elle va recevoir une puissance inférieure à la puissance maximale. Donc la fonction caractéristique de rayonnement, F égale à P reçu sur P max. Donc c'est une valeur qui est inférieure à 1. Inférieure à 1, donc il donne 0,8 par exemple. En décibels, donc il donne quelque chose de négatif. Et je fais tourner encore 30 décibels, etc., etc. Donc, et je trace. Donc P, F, θ phi en fonction de la direction. C'est la direction θ. La direction θ, F, θ phi en fonction de la direction θ. Donc je trace tout d'abord dans ce plan, c'est le plan horizontal. Je trouve un diagramme de rayonnement. Je trouve un diagramme de rayonnement dans ce plan. Donc je fais tourner l'antenne à droite et après à gauche, je trouve une symétrie par rapport à cet axe. Et dans ce cas-là, je peux tracer le diagramme de rayonnement dans les coordonnées polaires ou bien dans les coordonnées cartésiennes. Si je veux le diagramme de rayonnement dans le plan vertical, je dois avoir bien sûr un joint tournant qui peut faire tourner l'antenne du haut vers le bas ou bien de le bas vers le haut, donc pour bien sûr déterminer, bien sûr le diagramme de rayonnement. Je peux aussi déterminer le diagramme de rayonnement sur le plan vertical. Si je superpose les 2 diagrammes de rayonnement, je trouve le diagramme de rayonnement en 3D. Donc, souvent dans les TP, donc on utilise seulement un joint tournant à gauche, à droite, et on trace le diagramme de rayonnement dans le plan E horizontal. C'est le plan, on peut dire le plan E, le plan H. Par exemple, l'antenne cornée, il a un champ E vertical, un champ champ E vertical, c'est le plan E. Ça, c'est le plan E, c'est le plan vertical. Ça, c'est le plan H, c'est le plan horizontal, c'est le plan H. On peut tracer un diagramme de rayonnement dans le plan E ou dans le plan H. Mais il y a un problème des lobes secondaires. Problème des lobes secondaires. D'où viennent les lobes secondaires? Les lobes secondaires, ils viennent bien sûr, des réflexions. Par exemple, lorsqu'elles sont alignées, on n'a pas de lobe secondaire, on n'a pas de réflexion. Donc, on reçoit. Après, l'antenne émettrice, elle va envoyer le signal vers le mur. Et après, le signal peut revenir au récepteur. L'antenne récepteur peut recevoir un signal réfléchi. Donc, le signal réfléchi, elle se résume sur ce qu'on appelle lobe secondaire. Voilà. Ce qu'on appelle les lobes secondaires. Les lobes secondaires, ils viennent de la réflexion. Parce que cette antenne peut envoyer le signal vers le mur. Après, ça réfléchit au niveau du mur pour revenir à l'antenne réceptrice. L'antenne réceptrice, elle reçoit la puissance en direct et elle peut aussi recevoir un signal indirect qui se résume sur bien sûr les lobes secondaires. C'est ce qu'on appelle les lobes secondaires. Lobe principal, lorsqu'on n'a pas de réflexion. Lorsqu'on n'a pas de réflexion. Mais si j'utilise une chambre anéchoïque,
une chambre de mesure avec l'éponge sous forme pyramidale, etc., on élimine ce qu'on appelle le lobe secondaire qui vient de la réflexion. Parce que les chambres anéchoïques, on a l'éponge partout. Donc on n'a pas de retour de signal vers l'antenne réceptrice. Ou bien on fait la mesure dans un espace illimité. Donc si le signal envoyé vers donc dans une direction à part la direction vers l'antenne, dans ce cas-là, il ne va pas revenir vers l'antenne réceptrice, il va aller à l'infini. Donc, ceci va ne pas faire apparaître les lobes secondaires. Et, etc., etc. Le lobe en arrière aussi, c'est le signal, frappe bien sûr le mur donc en arrière, le signal qui va revenir à l'antenne, c'est un signal réfléchi, qui sera absorbé par l'antenne réceptrice. Donc, c'est ce qu'on appelle les lobes en arrière, c'est le lobe en arrière. Tout ça s'appelle lobe secondaire. Ça, c'est le lobe principal. Le lobe principal. Mais ça, c'est le diagramme de rayonnement dans les coordonnées polaires. Dans les coordonnées polaires. Donc, ici, 1. C'est quoi? C'est la fonction caractéristique de rayonnement lorsque les antennes sont alignées. Donc, égale à 1. Pmax sur Pmax égale à 1. Donc, c'est le cercle. C'est le cercle 1. Parce que les coordonnées polaires, on représente les coordonnées polaires, on a un rayon ρ et un angle θ. Donc ici, ρ est égal à 1, c'est la fonction caractéristique de rayonnement. Et θ, c'est un angle θ égal à 0. Donc ici, lorsqu'ils sont alignés, fθ phi égale à 1, donc c'est ρ, et θ égale à 0. Donc les coordonnées polaires, c'est quoi? C'est ρ et θ. Avec ρ égale à la fonction caractéristique de rayonnement. Donc, est égal à 1. Si je fais tourner dans l'angle θ, donc je trouve fθ phi égale à 0,8. Donc, c'est la puissance reçue sur la puissance maximale. La puissance reçue est toujours inférieure à la puissance maximale. Par exemple, 0,8 en linéaire. Avec un angle θ. Mais c'est pas, cette fois-ci, ce n'est pas 0. C'est un angle θ de 15 degrés, par exemple. Etc. 0,6, 0,4, etc. jusqu'à 0. Jusqu'à 0. Ça veut dire en décibels. On peut transformer ce diagramme de rayonnement en décibels. 1, c'est 0 décibels. Moins quelque chose en décibels, moins quelque chose, etc. On peut calculer l'angle d'ouverture à moins 3 décibels. L'angle d'ouverture. C'est ça l'angle d'ouverture à moins 3 décibels. Ça veut dire à mi-puissance. Regardez, la puissance, on a 1. La mi-puissance, c'est 0,5. 0,5. En valeur naturelle, c'est 0,5 à mi-puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la puissance reçue, maximale reçue, sur 2. Sur la puissance maximale. Qu'est-ce qu'elle donne? La puissance maximale sur 2 sur la puissance maximale. C'est ça la fonction caractéristique de rayonnement à mi-puissance. C'est Pmax sur 2 sur Pmax. Elle donne 1 sur 2. Ça veut dire 0,5. C'est ça 0,5. On sait que 0,5, je trace un cercle qui passe par le diagramme de rayonnement. Et je pointe, bien sûr, l'intersection entre le cercle et le diagramme de rayonnement à droite et l'intersection entre le cercle et le diagramme de rayonnement à gauche. Je trace un cercle et je fais, bien sûr, prolonger l'axe pour déterminer l'angle d'ouverture à moins 3 décibels. Je prends la moitié de ce lobe principal avec l'axe qui passe par l'origine et l'intersection avec l'axe qui passe par l'origine. Je détermine l'angle d'ouverture à moins 3 décibels. Ça veut dire à mi-puissance. Donc 0,5 en décibels, c'est quoi 0,5 en décibels, c'est moins 3 décibels. C'est moins 3 décibels. On dit l'angle d'ouverture à moins 3 décibels ou bien l'angle d'ouverture à mi-puissance. Donc θ en moins 3 décibels est déterminé par ça. Si l'angle d'ouverture est important, dans ce cas-là, le gain est faible. Si l'angle d'ouverture est faible, le gain est très important. Donc on cherche toujours d'avoir un angle d'ouverture qui est faible pour avoir un gain très important. Donc on voit ici que le gain et l'angle d'ouverture sont inversement proportionnels.
Donc on peut déterminer les grands rayonnements en 2D comme on peut le déterminer en 3D. En 3D, on utilise un logiciel, bien sûr, comme le logiciel MATLAB. On peut représenter en 3D, donc je dois faire varier deux paramètres, θ et φ, pour déterminer des grands rayonnements en 3D. En 2D, on fait varier seulement θ, comme on l'a vu donc dans cet exemple, de deux antennes coordonnées, d'une en émission et l'autre en réception. Donc on fait varier θ, ou bien φ, on fait varier φ, hein, c'est l'azimut. Ça c'est le diagramme de rayonnement en 2D, donc c'est le plan horizontal. Comment on peut le faire varier donc dans le plan vertical, donc de bas vers le haut, de haut vers le bas, pour déterminer le diagramme de rayonnement donc dans le plan vertical. C'est en 2D. Je superpose les deux pour trouver bien sûr le diagramme de rayonnement en 3D. On prend un exemple d'un doublé de Hertz. Un doublé de Hertz, on a déjà vu sa fonction caractéristique de rayonnement. On trace sa fonction caractéristique de rayonnement. On trouve que le diagramme de rayonnement, il se forme en 3D, se forme d'une pomme. Hein, se forme d'une pomme. Si, hein, c'est un diagramme de rayonnement pomme, c'est comme la pomme. Donc, on divise la pomme horizontalement. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un cercle. Si je divise la pomme verticalement, je trouve deux lobes principaux. Hein? L'un vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Donc deux diagrammes de rayonnement. Le diagramme de rayonnement horizontal et le diagramme de rayonnement vertical. Je superpose les deux, je trouve un diagramme de rayonnement pomme. Pour une antenne isotrope rayonne partout, donc le diagramme de rayonnement c'est une sphère. Si je divise la sphère c'est comme une roche, je divise la sphère horizontalement, je trouve un cercle. Si je divise la sphère verticalement, je trouve un cercle. Donc on a les mêmes diagrammes de rayonnement, donc dans le plan horizontal que dans le plan vertical. Exemple, et antenne isotrope. Ces diagrammes de rayonnement sont circulaires, quel que soit le plan de coupe. Il est souvent utilisé comme référence, mais il n'est pas réalisé pour une antenne isotrope. Une notion aussi très importante, c'est la pire, ou bien la puissance isotrope rayonnée. Utilisée souvent dans la pratique, dans les réseaux mobiles par exemple. Une station de base dans une toile d'une maison, elle rayonne, elle couvre une zone géographique bien déterminée pour que les utilisateurs puissent communiquer en utilisant la téléphonie mobile. Donc il y a la notion de la pire pour déterminer une couverture importante pour que l'utilisateur puisse communiquer sans problème de réseau. Donc la pire, dans la notice d'une station de base, vous trouvez la pire utilisée par ces stations de base pour assurer une qualité de service importante pour les utilisateurs, pour les clients. Le gain est un paramètre fondamental pour une antenne parce que lui, qui va déterminer en émission la densité de puissance à l'extrémité de la liaison, en réception la sensibilité de l'antenne. Donc l'antenne en émission, on a la notion du gain. Donc, elle détermine le gain, c'est le gain qui détermine la densité de puissance. Si on a un gain important pour cette antenne, ça veut dire qu'il y a trop de concentration d'énergie dans une direction privilégiée. Si je prends une densité de puissance, je trouvais en un point qu'il y a une densité de puissance importante. Et la portée de l'antenne aussi, la portée de l'onde augmente quand on augmente le gain. Donc ça intervient bien sûr dans la couverture d'une station de base. Mais en réception, on peut utiliser cette antenne en réception. En réception, c'est la sensibilité de l'antenne. Hein? Ce qu'on appelle la sensibilité de l'antenne. Sensibilité dépend de la surface de captation de cette antenne. Hein? La surface de captation de cette antenne. Est-ce que la surface elle capte plus de signaux par rapport à une autre surface? Il y a une relation, bien sûr, on va trouver donc, par la suite, une relation entre le gain, lorsque l'antenne est en émission, et sa surface lorsqu'il est la surface de captation lorsqu'il est en réception. Donc en réception, on parle de la notion de la sensibilité. La sensibilité de l'antenne. Est-ce qu'il reçoit beaucoup de
beaucoup de sinus, qu'il capte beaucoup de sinus. La densité de puissance est l'expression d'énergie disponible en réception. On a pour l'espace, cette densité de puissance dépend de la puissance PF fournie à l'antenne d'émission du gain G de cette antenne et bien sûr de la distance R entre l'émetteur. C'est normal. La densité de puissance dépend du gain de la puissance fournie. Si j'augmente la puissance fournie, j'ai une antenne qui rayonne. Si j'augmente la puissance fournie à l'antenne, si j'augmente la puissance, bien sûr, la densité de puissance dans un point d'espace augmente. Si je fixe la puissance fournie et je fais augmenter le gain, ça veut dire que je concentre plus d'énergie dans une direction privilégiée. Donc j'augmente la densité de puissance. Et si je diminue la résistance, la distance entre l'antenne, je diminue la distance, donc je m'approche de l'antenne émettrice, je trouve une densité de puissance qui diminue, qui augmente quand R diminue. Quand R diminue, la densité de puissance augmente. Et vice versa. Quand R augmente, la densité de puissance diminue. Donc tout ça se traduit par cette relation. Une relation qu'on a déjà trouvée donc, dans l'expression du gain. Dans l'expression du gain, j'utilise cette expression pour déterminer la PR θ égale à G fois PF sur 4 PR carré. Donc, c'est bien cette relation. Donc, dans la couverture des stations de base, un opérateur, par exemple, lorsqu'il veut augmenter, lorsqu'il veut avoir une densité de puissance importante en un point de l'espace pour que l'utilisateur puisse communiquer sans problème de coupure de la communication, il doit juste jouer sur la puissance fournie à l'antenne et le gain de l'antenne. Si on veut une densité importante ici, en ce point, ce n'est pas la peine de mesurer chaque fois la densité de puissance. Est-ce qu'elle augmente ou diminue? On va jouer juste sur la puissance fournie, soit on augmente la puissance fournie. Si on augmente la puissance fournie, on augmente la densité de puissance, ou bien je fixe la densité. Mais si j'augmente la puissance fournie, ça veut dire que je vais gaspiller beaucoup d'énergie. Bon, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je peux faire? Augmenter le gain de l'antenne. Si j'enlève cette antenne, je la remplace par une autre antenne qui a un gain très important, je peux augmenter la densité de puissance. Dans ce cas, l'utilisateur, il ne va pas trouver un problème de couverture. Un problème de couverture. Et donc, il aura toujours la couverture pour qu'il puisse communiquer. Ça veut dire qu'il a une densité de puissance importante. Si nous prenons par exemple notre téléphone portable, on trouve des traits verticales. Ça veut dire qu'il y a l'horizon. Ça veut dire que tu es dans une zone couverte. Donc, en ce point de l'espace, l'antenne de la station de base, on voit des signaux. Tu es dans une zone couverte, tu as des traits verticales, des traits complètes, tu as deux traits. Si tu as un seul trait, ça veut dire quoi? Tu as un seul trait, ça veut dire vertical, ça veut dire que la densité de puissance en ce point est faible. Tu as deux traits, c'est un peu mieux. Mais si tu as quatre traits, donc plein, donc tu as, bien sûr, tu es donc en plein réseau. Ça veut dire que tu as une densité de puissance importante en ce point où tu es. Quand les traits donc, éliminés, quand tu te déplaces, ça veut dire la densité de puissance varie en fonction de votre direction devant l'antenne. Et R, quand on augmente, la densité de puissance augmente. Donc on fixe R et je fais varier PF et G pour avoir une densité de puissance importante. On peut avoir, donc la pire, c'est quoi la pire? C'est ça la pire. La pire c'est PF ou G. Donc, dans la pratique, on va jouer sur la pire pour avoir une bonne couverture. On va jouer sur la pire pour avoir une bonne couverture en un point, dans une zone géographique bien déterminée. Ça veut dire qu'on va jouer sur la puissance fournie et sur le gain de l'antenne pour avoir une bonne couverture. Ça veut dire quoi? Pour avoir une densité de puissance importante en n'importe quel point, à n'importe quel point de l'espace, pour que l'utilisateur puisse avoir la couverture, puisse avoir les traits verticales, qu'il puisse avoir, bien sûr, le réseau dans cette zone géographique couverte par une antenne d'une station de base d'un opérateur.
La paire est la puissance qu'il faudrait fournir à une antenne ayant un rayonnement isotrope pour produire la même puissance que l'on est dans une direction considérée. Il y a la paire max aussi. La paire max, lorsqu'on est en visibilité directe avec l'antenne. Lorsque les deux antennes sont alignées, on a la paire. Quelle paire? La paire max. Dans cette direction, l'antenne émettrice envoie et l'antenne réceptrice, elle est comme ça. Donc, on n'a pas la paire max. La paire max, parce que les deux antennes sont alignées. Alors, lorsqu'ils sont alignés dans le Gmax, et la puissance fournie Gmax, lorsqu'ils sont alignés, donc on a Gmax. C'est la Gmax, c'est le gain maximal dans la direction privilégiée. Et pour PF, ça donne P, la paire max. Si je fais tourner l'antenne à gauche, à droite, on n'a pas la paire max. On a un gain, parce qu'on a déjà dit que le gain dépend de θ et de phi. Qu'est-ce que je fais varier? Phi, ça veut dire le gain varie. Donc, lorsqu'ils sont alignés, la densité de puissance, elle ne dépend pas de θ et de phi. Il ne dépend que de R. Il ne dépend que de R. Si je fais varier R, PR θ phi. Si je fais varier R, PR varie. Parce que dans cette direction, la paire, c'est une paire maximale. C'est une valeur maximale. Donc, on a une valeur constante de la densité de puissance en ce point. La densité de puissance en ce point. Elle dépend de quoi? Elle dépend de R. Ça veut dire, si je fais donc éloigner l'antenne émettrice, réceptrice de l'antenne émettrice, d'une distance R, dans ce cas PL. Quand R constante, donc densité de puissance en ce point est constante. On parle aussi de la notion de la surface équivalente. On a déjà dit dans un slide que la surface équivalente, c'est une surface de captation qui capte l'énergie en réception. Parce que l'antenne est utilisée en réception. Elle capte l'énergie. Si la surface de captation est importante, donc on peut recevoir plus de signaux. C'est comme les antennes paraboliques dans les toits des maisons. Lorsqu'ils communiquent avec l'antenne du satellite, l'antenne parabolique, elle reçoit des signaux. Pourquoi on utilise des antennes paraboliques de grande surface? Parce qu'ils ont des surfaces de captation importantes. Donc, elles reçoivent plus de signaux. Une antenne parabolique de par exemple 70 cm, ce n'est pas comme 140. 140 cm et capte plus de signaux que 70 cm. Pourquoi? Parce que la surface de captation de l'antenne parabolique de 140 cm et dépasse largement la surface de captation d'une antenne de 70 cm. Donc c'est pas la même chose. Ça, c'est pourquoi, donc, pour les antennes paraboliques de grande surface, on a beaucoup de chaînes, beaucoup d'émissions, beaucoup de bouquets, des chaînes télévisées reçues par l'antenne par rapport à une antenne parabolique qui a une petite surface. Donc il y a la notion de la surface de captation. Donc la surface de captation, cette antenne par exemple en réception, ça c'est la charge, bien sûr c'est la réception, le récepteur, on résume le récepteur par exemple, sous forme d'une charge, ça c'est la puissance reçue. On a une densité de puissance au point de l'espace lorsqu'il reçoit, et on a une puissance reçue. Donc la puissance reçue, c'est la somme des différentes densités de puissance qui se trouvent au niveau de l'antenne. Mais ça dépend de la surface de captation de l'antenne. On ne va pas dire que cette antenne parabolique, par exemple, elle a une surface A fois B. Mais on ne va pas dire que toute la surface capte l'énergie. L'énergie qui arrive, ou bien les signaux qui arrivent, ils ne seront pas arrivés totalement sur la surface totale de l'antenne. Il y a une surface quelconque qui va capter l'énergie. Il va rester la différence, donc il peut rester donc sans capter donc les signes. Donc il y a une surface de captation. C'est une surface quelconque qui capte l'énergie. C'est comme la pluie qui tombe. La pluie tombe sur une surface.
On ne va pas dire que toute la surface sera mouillée, mais une partie de la surface qui sera, parce qu'il y a des gouttes de pluie qui tombent sur une surface. Donc on a une surface équivalente qui capte, bien sûr, l'eau, qui capte les gouttes de la pluie. Donc il y a une partie qui reste sans gouttes qui tombent, etc. La même chose pour les signaux. On a une surface de A fois B, on ne va pas dire que toute la surface qui capte l'énergie. Il y a une partie de la surface qui capte l'énergie. C'est ce qu'on appelle la surface de captation. Donc la puissance reçue totale par l'antenne réceptrice à quoi est égale? Est égale à la densité de puissance qui se trouve au niveau de la surface de captation. Qui se trouve au niveau de la station, pourquoi? PR à quoi est égal à P, la densité de puissance fois la surface de captation. Parce que la surface de captation, c'est en mètres carrés. Et P en watts par mètre carré. Si je multiplie A fois P, donc il donne une puissance. C'est la puissance reçue totale par l'antenne. Pourquoi? Parce que l'antenne, elle reçoit en chaque surface infinitésimale D de S, elle reçoit une densité de puissance per θ phi. Si je fais la somme, je trouve la somme des petites surfaces, je trouve la surface équivalente, ou bien la surface de captation. Et si je somme les densités de puissance au niveau de la surface de captation, je trouve la puissance reçue. Donc la surface de captation est toujours inférieure ou égale à S. Dans le cas idéal, la surface de captation A égale à la surface de l'antenne. A fois B. La surface de captation S qui est inférieure à A fois B. Inférieure ou égale. Le coefficient de proportionnalité A les dimensions d'une aire est appelé R équivalent de réception de l'antenne. Ce n'est que dans le cas où l'antenne présente une grande ouverture perpendiculaire en direction de propagation que l'aire équivalente à une propagation. Donc, la surface équivalente, elle dépend de θ et de phi. Pourquoi? Parce que la densité de puissance aussi, elle dépend de θ et de phi. La surface de captation varie. Lorsque les deux antennes sont alignées, on a une surface de captation. Je suppose que cette antenne, c'est une antenne émettrice. Celui-là, c'est une antenne réceptrice. Donc, la surface de captation, elle varie. Lorsqu'elles sont alignées, on a une surface de captation. Lorsque je fais tourner l'antenne d'un angle, on a une autre surface de captation. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de phi et de θ. De phi et de θ. C'est l'azimut et l'élévation. Donc la surface de captation elle dépend de et de θ. Et proportionnel à S, c'est un coefficient. Un coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité nu égale à A sur S, qui est toujours inférieur ou égal à 1. Donc là, c'est pourquoi? Parce que la surface de captation est toujours inférieure ou égal à 1. Donc A égale à nu fois S. Nu est souvent appelé rendement de surface. C'est comme le rendement énergétique. Dans l'émission, on a parlé de rendement énergétique, puissance émise sur la puissance fournie. Mais ici, dans la réception, on parle de rendement de surface, au facteur de directivité. J'ai un numéro compris entre 0 et 0,4 et 0,8. Donc A égale à nu fois S. Donc la puissance reçue égale à P fois A équivalente.